je m'appelle Marion, je suis franco-allemande et j'habite à Dakar, au Sénégal, depuis 6 ans. Je vous demande de rester chez vous. Bonjour à tous. Nous sommes en guerre. Si je voulais qu'on se parle, Marion, aujourd'hui, c'est parce que j'avais envie de poser ce Skype en Afrique, parce qu'on a de France une vision assez inexistante, je dirais, de la façon dont le coronavirus impacte l'Afrique et le Sénégal en particulier. Est-ce que tu peux nous donner un éclairage là-dessus? Le virus est arrivé un peu avec un temps de retard en Afrique. Et c'est vrai que les premiers cas au Sénégal étaient des cas importés de France et d'Italie notamment. Le virus est arrivé en Afrique et touche quasiment tous les pays. Hier, les chiffres officiels disaient qu'il y avait dans toute l'Afrique 13 800 cas, avec les pays les plus touchés étant l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Égypte, le Maroc et le Cameroun. Au Sénégal, on a 280 cas confirmés, mais par contre, que 2 décès enregistrés, dont un décès d'une personne qui a beaucoup ému l'opinion publique, puisqu'il s'agissait de Pape Diouf, aussi connu en France qu'au Sénégal. Et puis sur ces 280 cas, il y a 171 cas de personnes qui se sont déjà remises de la maladie. Donc, bien sûr, il y a un petit bémol parce que, comme ailleurs, malheureusement, le Sénégal n'a pas la capacité de faire des tests de masse. Donc les chiffres se situent entre, je crois, 200 tests par jour. On a entendu hier une annonce du gouvernement qui disait qu'il voudrait augmenter cette capacité à 1000 tests par jour. Mais bon, ça reste quand même en deçà de ce que certains pays, d'autres pays font. Donc c'est pour ça que les chiffres sont à prendre avec un petit peu de précaution, puisque c'est probablement en dessous de la réalité. Sur les infrastructures hospitalières, est-ce que vous êtes, entre guillemets, bien fournis? L'Afrique, malheureusement, au point de vue médical, est ultra sous-équipée. Au début de la pandémie, je crois, d'après ce que j'ai entendu, il y avait 14 lits. Ils ont augmenté relativement rapidement, mais on n'en est qu'à une centaine de lits. Et c'est pour ça que le président du Sénégal, Macky Sall, a réagi très vite. Je crois qu'au Sénégal, il y avait moins de 50 cas quand la première mesure de fermer les écoles et les universités, les crèches a été prise. Ça a permis justement de s'assurer que les cas arrivent plus doucement dans les hôpitaux, puisqu'il y a très peu d'hôpitaux. Même à Dakar, la capitale, il y a quelques hôpitaux, mais alors dans les régions, c'est absolument problématique. Est-ce que vous avez un confinement strict aussi ou pas à Dakar et au Sénégal? Alors, il n'y a pas de confinement strict, mais je pense que par rapport à la réalité du Sénégal, et comme dans beaucoup de pays africains, comme il y a beaucoup de personnes qui vivent au jour le jour ou qui travaillent dans l'économie informelle, un confinement strict, c'était pas réaliste. Le président a annoncé l'état d'urgence et un couvre-feu. Donc de 20h à 6h, personne n'est autorisé à circuler. Et les premiers jours, ça a été d'ailleurs mis en œuvre de façon assez brutale par les policiers. Mais par contre, les gens peuvent encore circuler, peuvent se rendre au travail, peuvent faire du sport. Et les Sénégalais ont l'air de quand même prendre ça assez au sérieux. Le président a fait vraiment une campagne de com avec un spot qu'on voit d'ailleurs dans les rues, où il se lave les mains. Comment tu perçois la population par rapport à ce virus? Est-ce que les gens finalement sont rassurés du fait que ces mesures ont été prises rapidement et continuent à vivre une vie entre guillemets pseudo-normale? Ou tu sens quand même qu'il y a un peu d'angoisse qui monte? Mes amis sénégalais qui me disent que les Sénégalais ont peur et qu'ils prennent les mesures au sérieux. Ils se sont rendus compte à quel point le gouvernement était sérieux sur la question et avait vraiment prouvé aussi un certain leadership là-dessus. Mais bien sûr, comme partout, il y a aussi un petit peu des fausses informations qui circulent. Tout au début, il y avait beaucoup cette information qui disait que le virus ne succomberait aux températures africaines, que les Africains, par leur peau noire, étaient protégés, immunisés naturellement de ce virus, que c'était une maladie de blanc. Mais ça, c'était plutôt au début de la crise. Est-ce que le fait que tous les cas du Sénégal soient des cas entre guillemets importés, est-ce que tu as senti que ça avait fait monter une forme d'opposition ou un côté un peu où on peut en vouloir à l'Occident d'avoir tracté ces cas en Afrique? Oui, alors le premier cas, c'est vrai que c'est un Français. Et puis un des premiers cas, c'était un Sénégalais qui venait d'Italie et qui allait dans la grande ville sacrée du Sénégal, Touba.
et qui a infecté un grand nombre de personnes, plus de 11 personnes à lui seul. Une amie à moi qui habite ici depuis plus de 20 ans et qui parle Wolof, donc la langue locale couramment, qui sort plus que moi, elle avait eu quelques remarques. Mais bon, comme elle peut répondre dans la langue locale et tout de suite leur fermer le bec, elle a pu leur dire qu'il ne fallait pas accuser tous les Blancs. Mais c'est vrai que forcément, comme c'est clairement une maladie qui vient de l'extérieur, il y a eu quelques réactions comme ça, de ne plus vouloir prendre les Blancs dans les taxis, par exemple. Ça aussi, un ami me l'a dit. Qu'est-ce qui va advenir de l'économie, quoi? Est-ce que, moi je lisais des papiers où on disait que voilà, qu'il y avait 20 millions d'emplois qui étaient menacés. Est-ce que le président, qui a pris ces mesures très tôt d'un point de vue sanitaire, est-ce qu'il commence aussi à enclencher des mesures économiques? Oui, alors encore une fois, c'est le Sénégal. Et j'ai l'impression que le Sénégal, que la réaction du gouvernement a été quand même très mature, très sérieuse et très rapide. Le président a annoncé, en effet, le lancement d'un fonds de solidarité qui viendra en aide non seulement aux ménages les plus pauvres, par une série de mesures de soutien alimentaire, mais aussi des aides aux entreprises. Mais par contre, dans les pays de la sous-région, les pays en plus en guerre, comme le Mali, le Burkina, là, les spécialistes qui travaillent dans l'humanitaire, là, c'est vrai que les mois à venir risque d'être catastrophique parce que déjà qu'on a des personnes qui sont déplacées du fait du conflit dans le Sahel à cause des groupes terroristes, notamment Boko Haram, qu'on a déjà une insécurité alimentaire, sans parler du Covid-19, cette année, la situation climatique est catastrophique. Donc on a des millions de personnes qui sont en insécurité alimentaire. Donc ça, c'est vraiment une des grandes inquiétudes pour l'Afrique, pour la région du Sahel, qui déjà à la base n'allait pas très bien, mais avec le Covid-19 qui se rajoute, le futur est vraiment très, très incertain. Est-ce que tu as pu voir, comme c'est le cas en Europe, notamment, je pense à l'Italie, l'Espagne ou même encore la France, des grandes initiatives un peu solidaires? Oui, il y a de la solidarité qui se met en place, alors je dirais plutôt par rapport aux individus. Par exemple, des gens qui vont décider qu'ils continuent à payer leurs employés, même si les employés ne viennent pas. Donc, il y a quand même pas mal d'entreprises qui essayent de soutenir leurs employés, mais c'est dur. J'ai l'impression quand même qu'il y a un vrai effort, en tout cas dans les gens que je côtoie, pour éviter que des familles entières sombrent dans la pauvreté. Chez nous, il y a un sujet qui fait beaucoup débat, c'est le traitement à la chloroquine, du docteur Raoul de Marseille, du professeur même Raoul de Marseille dont tu as dû entendre parler. Est-ce que c'est venu jusqu'à vous? Ah bah oui, puis en plus il est né à Dakar, alors donc les Sénégalais sont très fiers. Et puis bon, c'est un médicament qui est très connu ici, tout le monde en a déjà pris. Et en effet, oui, il est utilisé dans la prise en charge. Donc, il n'y a pas eu ce grand débat. Ça a été accepté assez rapidement comme un des traitements possibles et c'est utilisé. Une de mes très bonnes amies prof à Poissy, elle me dit ça va cliver terriblement, ça va faire des doubles niveaux dans les classes. Mais pour l'Afrique, si déjà de base, tu as 80% des gens qui ne sont pas équipés, et là-dessus, tu rajoutes 70% des parents qui ne peuvent pas suivre, c'est catastrophique en fait comme conséquence. C'est vraiment dramatique. On a des amis sénégalais dont la maman est maman célibataire. Un de ses fils va dans une classe. Déjà, à la base, ils sont 120 dans sa classe. Et là, elle n'a pas d'ordinateur. De toute façon, les cours ne sont pas envoyés. Et là, c'est très difficile parce qu'elle vit elle vend des sandwichs. Et ça ne marche plus non plus puisque les gens vont beaucoup moins au travail. Donc, elle doit trouver des moyens pour survivre. Elle n'a aucun moyen de passer du temps avec ses enfants pour leur faire lire des livres ou des choses comme ça. Je ne sais pas à quoi réfléchit l'État sénégalais, mais probablement qu'il va falloir refaire une année. Est-ce que toi, Marion, tu as quelque chose à ajouter? Moi, je trouve que l'Afrique est résiliente comme toujours. C'est-à-dire que là, encore une fois, c'est une catastrophe pour le coup qui est importée de l'extérieur. Et que l'Afrique, beaucoup d'intellectuels disaient si ça avait été le contraire, si ça avait été comme Ebola par exemple, on aurait pu laisser rentrer les Africains en Europe ou ailleurs. Et là, c'est vrai que pendant longtemps, encore, les vols de l'Europe étaient autorisés. Ben voilà, en Afrique, il y a cette tendance d'être résilient. Moi, j'espère que ce que tu nous dis là, ça nous aidera, nous, à gagner aussi un peu en résilience, d'avoir le regard un peu plus porté vers l'Afrique aussi, notamment pour ces enfants privés de scolarité et être dans un vrai souci de solidarité et d'humanisme. Inch'Allah, comme on dit ici. Ouais, merci beaucoup Marion, c'était passionnant. Merci à toi. À très bientôt, ciao.